Je voudrais juste dire qu'on a vu tout le monde. On vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre avec un temps de notification très court, parce que c'est hier soir qu'on a commencé en fait à contacter les gens pour vous demander de venir vous joindre à nous. Et je voudrais surtout, tout le monde est une personnalité, mais singulariser quand même, dire bonjour à la présidente du Code des Trust Africa, Koumba Touré, qui est là. C'est elle qui va modérer le panel. Et je voudrais remercier le ministre Pendambo, professeur Pendambo, qui est aussi, il répond toujours présent à chaque fois qu'on la sollicite. Et c'est aujourd'hui seulement que j'ai pu lui parler, en fait, à elle aussi. Et elle a beaucoup d'engagement. Et elle a des contraintes, elle va même devoir partir assez après, dans peu de temps, quoi. Mais merci d'être venu encore une fois. À côté de Penda, il y a Hakim Benhamouna. Hakim est mon grand frère. C'était aussi mon patron au Codesria. Il était adjoint au secrétaire exécutif au Codesria pendant des années. Et Hakim a été ministre des Finances dans le gouvernement de transition en Tunisie, après la révolution. Là. Et après, il a été à la BAD, il a été aux Nations Unies, il a été conseiller spécial du président de la BAD pendant longtemps, Kaberuka, à Abidjan. Et Hakim, merci aussi d'avoir accepté d'être sur le panel. Et Hakim est membre du board de Trust Africa aussi. Et Brix Bomba est l'autre panéliste. Brix est directeur de programme à Trust Africa. Il est organisateur et en même temps panéliste. Et Cheikh Fall, on se connaissait avant, mais on était ensemble il y a 2 jours à Abuja dans une conversation sur justement le même thème, réimaginer la démocratie en Afrique de l'Ouest. Je vais en dire 2 mots tout à l'heure là. Et Cheikh a fait une excellente intervention. Je pensais que ce serait bien qu'il non seulement intervienne, mais aussi qu'il fasse écho un peu de cette conversation qu'on a eue à Abuja, parce que c'était sur l'Afrique de l'Ouest en particulier, qui est une région où les problèmes de démocratie et de paix et de sécurité sont parmi les plus critiques sur ce continent-là. Et dans la salle, il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas toutes citer. Mais je voudrais saluer le ministre Aziz Sow pour avoir pris le temps d'être là. Le doyen Jawar Khan. On a édité son livre. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de le voir en personne. Merci. Grand Bouba Diop, professeur Diop. Omar Mignam, vraiment merci à tout le monde d'être là. Keliman, Madame Ndiaye, tout le monde. Yann Hopwood, and everyone here. Really, thank you for being here. And thank you to our friends from Orient Action Fund. We just had a 3-day meeting discussing a joint initiative that we launched with Orient Action Fund on African philanthropies, reimagining Pan-African and feminist philanthropies. In other words, how do you begin recognizing the role that Africans are doing and are playing to keep Africa going, basically? How solidarity, Ubuntu, Nite, as they say here, is working in practice, but also the new forms of organizing that exist, the new institutions that are in the scene, through which we are working, through which we are resourcing our struggles, through which we are resourcing change on this continent. And all that together, we are now calling Harambe Ubuntu. Harambe, pulling together, is like, a concept we thought was Kenyan, Swahili, but actually it turns out that it comes from India. But it's about solidarity again and how it is being used to support struggles and be an expression of people pulling together. So we have the CEO of Orient Action Fund Africa, Ndana Bofu Tawamba, who is with us here. We
salute your presence, salute the friendship and the companionship. And with Dana, there is Sitsi, there is Dorothy, who is serving both of us. She's part of the Trust Africa team. There is Leila Hesni, who is also here. So we've been working for the last 3 days. And in the room, there is also Anna Matsika, who is a board member of Trust Africa, who is with us, and staff of Trust Africa from different parts of the continent. So I don't want to take more time doing this, but thanks everyone for being here. The reason why we are doing this is that usually when we have a board meeting, we try to organize a public event, public engagement, you know, to give an opportunity to people in the places where we are having our meetings to meet members of the Trust Africa board, who are extraordinary people, each one of them in their own rights. But also give an opportunity to the board to meet the friends, the partners we work with in the places where we are having these meetings. And often it, you know, it's an opportunity to have great conversations, which is a theme, and then we, last time we had it here in the same room, and it was an occasion to celebrate African women who have contributed immensely to the struggle to transform this continent. There is a program that Kumba is leading called Invisible Giants, and so we celebrated a number of invisible giants who are, you know, great African heroines contributing a lot to making this continent much better. There was Aisha Bajalo from Guinea, Mariama Toure, Cham from here in Senegal, Fatima Tambayi from Mauritania, then there were a couple of other people, Fatima Nahan, yeah, and then there's a fifth person, I think. But yeah, the theme we have chosen, je vais switcher en français s'il vous plaît, I'm sorry to the interpreters. Le thème qu'on a choisi pour ce soir, réimaginer la démocratie en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique. C'est délibérément qu'on a retenu ce thème-là. Parce qu'il est maintenant établi qu'il faut qu'on soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus, comment dire là, créatif dans la manière dont on aborde les questions de démocratie. Un peu partout, ce qu'on voit, c'est une sorte de désillusion par rapport à la démocratie. Les gens considèrent que la démocratie a été pervertie de plusieurs manières, ou alors les gens utilisent la démocratie pour arriver au pouvoir, et une fois arrivé au pouvoir, ils s'adonnent à des pratiques souvent qui sont vraiment très loin d'être démocratiques. Et c'est la modification des constitutions pour rester plus longtemps au pouvoir, c'est beaucoup de choses, quoi. À tel point que démocratie, ça n'enchante souvent pas beaucoup de monde. Hein, où on dit que, d'accord, ça peut être bon la démocratie, mais la démocratie ne règle pas nos problèmes. Parce qu'on continue à vivre dans la pauvreté, on continue à vivre avec des manquements d'infrastructures solides, d'éducation, de santé, d'infrastructures sociales, comme des infrastructures physiques de qualité. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes avec la démocratie. Ce qui fait que, ces dernières années, on a vu une série de coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest en particulier, mais également en Afrique centrale et au Soudan. Et ce qui arrive dans la plupart des cas où il y a eu des coups d'État militaires, c'est qu'on voit les gens jubiler, sortir dans la rue, saluer les militaires, applaudir. Enfin, vous avez bien fait, parce que cette classe politique civile-là ne faisait pas l'affaire, ou ne faisait plus l'affaire. Mais aussi, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est la désillusion qui suit cette euphorie de départ qui salue les coups d'État militaires. C'est rare. En tout cas, personnellement, je n'en connais pas. Les cas où les régimes militaires finissent par vraiment, dans la durée, répondre aux attentes des populations sans se transformer en dictature proprement parler ou des régimes autoritaires qui brutalisent les gens. Et ce qu'on voit dans beaucoup de pays d'Afrique où les régimes militaires sont au pouvoir, c'est en fait des atrocités innommables. Il y a des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles dans certains de ces pays-là. Alors, ce qui est bien, on est ici au Sénégal, on a vécu une expérience au cours des dernières années-là,
Et il y a eu un changement pour la troisième fois, c'est la troisième alternance qui a eu lieu. Et il a été démontré encore une fois au Sénégal qu'il est possible quand même, face à le même type de difficultés ou de difficultés comparables, de changer de régime, de changer de gouvernement sans faire recours à des coups d'État militaires ou autrement. Donc, par des moyens civils, on peut opérer des changements et choisir les gens qu'on souhaiterait voir au pouvoir. Donc, le cas du Sénégal est une illustration du fait qu'il est possible de faire autrement. D'accord? Il est possible de faire autrement. Que les gens, quand ils ne sont pas contents, ils ont la possibilité, par la voie des urnes, d'arriver à changer de régime et à mettre en place d'autres équipes. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça qui sont en débat actuellement. Alors, je pense que Cheikh va parler un petit peu de ce dont on discutait à Abuja. Et il y a un certain nombre d'institutions qui se sont réunies pour dire qu'ils veulent mettre en place un fonds pour soutenir les luttes pour la démocratie. Mais c'est une démocratie réimaginée. C'est-à-dire une démocratie qui réglerait d'abord une anomalie. La première anomalie, c'est qu'on a des populations jeunes pour la plupart, 2/3 de la population de la plupart des pays d'Afrique sont des populations composées de jeunes personnes. Hein. Les 25 ans, de 0 à 25 ans font les 2/3 de la population un peu partout. D'accord? La plupart des pays, dans la plupart des pays, 50 à 53% ce sont des femmes. Donc si on met les deux choses ensemble, là, on a des majorités démographiques, mais qui sont en fait des minorités politiques. Parce que ce n'est pas ces majorités démographiques-là qui déterminent le contenu des politiques qui sont mises en place dans ces pays-là. Donc ça, c'est une anomalie, et je pense que la plupart des problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que il y a quelque chose là qui n'est pas réglé, quoi, qui de toute façon ne correspond pas du tout parce que les jeunes, on croit les connaître, on croit savoir ce qu'ils veulent, mais en fait, ils vivent dans un monde très différent de ce que nous avons connu nous quand on était jeunes, en tout cas moi quand j'étais jeune. Ils ont des attentes, ils ont leur langage, ils ont des espaces d'expression, ils ont leur connexion internationale et leurs aspirations. Et souvent, l'impatience que ces gens-là ont avec le régime, même ceux qui ont les plus bien intentionnés, fait que la pression reste énorme. Et en même temps, si on ajoute à ça le fait que nos pays vivent dans des crises internationales telles que les crises liées au changement climatique, les crises liées aux inégalités internationales, les crises liées au fait que nos économies ne se sont pas beaucoup transformées. On a des économies qui exportent pour la plupart des matières premières avec très peu de transformation. On a un ensemble de faits qui font que même aussi les États et les régimes les plus bien intentionnés ont souvent des difficultés à répondre justement aux attentes des populations. Alors, on a vécu quelque chose, je vais terminer ça, mon rôle c'était d'introduire et partir. On a vécu quelque chose ici en Afrique pendant les années d'ajustement structurel, à partir desquelles il y a une libéralisation qui s'est faite beaucoup. C'est souvent ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une orthodoxie qui s'est installée et un véritable appauvrissement de la pensée. Je laisserai Hakim dire ça mieux que moi, mais moi je suis convaincu que la pensée économique s'est appauvrie, en tout cas la pensée économique dominante, parce que c'est comme s'il n'y a pas d'option, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de nuance dans les politiques économiques qu'il faut faire là. C'est le marché, c'est le marché, c'est le marché. On sait que le marché, nulle part au monde, n'a réussi à lui seul à régler les problèmes au monde. Pourtant, nous, on est coincés dans le système où on nous dit que la seule chose à faire, c'est de créer les conditions pour que le marché fonctionne. Et nulle part au monde, le marché fonctionne tout seul. Les États interviennent, ils régulent, les trucs. Alors nous, les États, on leur dit non, ne touchez pas, c'est le marché, c'est le marché. Donc il y a un problème là qui fait que Tandis que Mkandawire, c'est l'un de mes mentors qui était secrétaire exécutif du Codestria ici au Sénégal. C'est Tandis qui disait que nos démocraties sont des démocraties sans choix. Choiceless democracies. Parce qu'on peut faire des choix politiques, mais on n'a aucune possibilité de faire des choix véritables économiques. Et ça, c'est un problème. Si démocratie, véritablement, on doit parler de ça, bien la démocratie devrait nous donner la possibilité de dire, OK,
D'accord? Et ensemble, nous pensons que on devrait gérer nos économies autrement, entre autres, hein, comme je prends ça comme exemple. Mais on sait que ce n'est pas facile. Du Chili, des aliénés, ça doit arriver jusqu'à la Grèce du gouvernement de Syriza, pendant les années 2012, 13, 15. Là. Il faut lire les mémoires de Yanis Varoufakis pour comprendre. Opérer des politiques économiques différentes dans le contexte de mondialisation actuelle, c'est extrêmement difficile. Et les Grecs ont essayé, ils ont été soumis à une... They were literally bullied. Tout le monde, l'Union européenne, le FMI, c'était difficile de pouvoir sauver et ils ont perdu au bout d'un moment, au bout de quelques années. Voilà, donc il y a beaucoup de questions qui font que la démocratie là, c'est bon, on doit continuer à y croire. Je pense que c'est mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en termes de mode de fonctionnement et de gouvernement et de système. Mais il faut donner un contenu peut-être innovateur. Peut-être qu'il faut trouver les moyens d'enraciner ça davantage dans nos sociétés, dans la culture. Il faut aussi que ça ait un contenu social et que ça puisse permettre aux gens de vivre mieux. Voilà. C'est de ces questions-là que nous pensions pour cette rencontre, ouvrir un débat. Et je voudrais encore une fois remercier tout le monde, remercier les panélistes. Et on a dans la salle des économistes éminents, M. Tchamela et d'autres, qui ont travaillé donc dans certaines institutions. Je suis sûr qu'il a réponse à certaines observations que j'ai faites. Remercier Aïta, qui est notre compagnon de route de tout le temps, à Dakar, en Afrique du Sud, Victoria Falls et elsewhere, partout où on va, quand on dit Aïta, elle vient. Et merci vraiment. Et remercier les interprètes et merci encore une fois à tout le monde. C'est une réponse à ce que Ibrahima vient de nous présenter. Nous parlons de démocratie, de paix, de sécurité. Et nous vous demandons, bien sûr, vous sur le panel, mais aussi les personnes que nous avons invitées, de nous aider à penser. Parce que je pense que si c'était facile, ce serait déjà fait. Mais nous avons besoin de réfléchir ensemble. Nous voyons tous que quelque chose ne va pas. Sur ce continent et dans le monde d'ailleurs, la question de la démocratie, les questions de paix et de sécurité, et ce n'est pas comme si on allait de mieux en mieux, en tout cas dans la plupart des zones où nous travaillons. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. Alors la question que nous posons particulièrement pour nous, Trust Africa, qui sommes une fondation qui soutenons les organisations, les personnes qui travaillent pour la démocratie. Qu'est-ce que vous voyez? Que doit-il se passer? Qu'est-ce qu'il faut changer dans nos actions qui va nous permettre d'aller plus loin? Ils ont dit réimaginer la démocratie, la paix, la sécurité. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est même difficile d'imaginer un monde démocratique, un monde de paix, un monde sécuritaire. C'est tellement difficile. Nous avons essayé même l'exercice avec les artistes, justement, il y a quelques semaines aux États-Unis, avant la grande assemblée des Nations Unies. Et nous avons demandé aux artistes de nous aider à imaginer un monde différent. Et on a vu comment c'était difficile de dire... on peut parler de ce contre quoi on se bat, mais on a des difficultés à dire à quoi ça ressemblerait quand on aurait ce qu'on voudrait. Penda, qu'est-ce que tu nous dis? Ah d'accord, merci. Vous savez, je parcours les forums depuis plusieurs années et ces 2 dernières années, tout le monde pose la même question. Que faire pour renouveler la démocratie, parce qu'on n'a pas d'autres possibilités, d'autres moyens, que ce soit au Forum 2000 de Prague, qui a été créé par Václav Havel, au moment justement où dans les pays de l'Europe de l'Est, on sortait de système pour entrer en démocratie. Tout le monde y croyait, moi j'étais à Kiev, partout, tout le monde croyait à la démocratie. On s'est posé la même question au sein de la francophonie. Il y avait une très grande réunion qu'on avait. On a posé le même problème. Quelle est la solution? La dernière fois à Abuja,
exactement le même. Ça veut dire que nous sommes dans un monde profondément en crise. Pas seulement une crise économique, mais une crise de perspective. Une crise liée justement à l'avenir de l'humanité. Parce que ce que nous sommes en train de vivre comme par rapport à la démocratie, on ne peut pas la retirer de façon beaucoup plus globale. On ne peut pas régler et penser ce que nous sommes en train de vivre en dehors de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe ailleurs, partout dans le monde. Je crois qu'on dirait qu'aujourd'hui, en tout cas la politique n'a pas de solution, n'a plus de solution par rapport aux questions de l'humanité. Vous savez, à un moment donné, il y a toujours un cycle. C'est malheureux de le dire, c'est au sortir des différentes guerres, surtout la guerre mondiale, les guerres européennes, les guerres de religion, qu'on repense le monde avec sérénité, avec de nouvelles perspectives, avec de nouvelles visions, mais aussi où on est créatif en termes de pensée. Valéry est sortie au lendemain de la Première Guerre mondiale. D'autres sont venus. La Deuxième Guerre mondiale, on a vu un enthousiasme pour la reconstruction. On est même allé jusqu'à revoir, en tout cas créer un plan Marshall pour l'Europe et reconstruire l'économie européenne. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, qui a la solution? Et qui va nous permettre d'en sortir? On était dans les années 90, on était soutenus tous les activistes et les acteurs en Afrique par un monde qui croyait à la démocratie. On avait les grandes fondations américaines, européennes qui soutenaient même financièrement les activistes qui luttaient pour asseoir la démocratie. On aidait dans la réflexion avec les grands think tanks que nous connaissons. Hakim ne dira pas le contraire. Le Codesria est là, d'autres think tanks. Mais on a l'impression que tout le monde baisse les bras aujourd'hui parce qu'on n'a presque plus de solution. Alors, la question est que faire? Que faire? Et nous nous acheminons, peut-être, je ne le souhaite pas, peut-être que je me trompe, vers une troisième guerre mondiale. Parce que quand on y réfléchit, ce n'est pas la guerre, les guerres que nous vivons, ce ne sont pas des guerres liées à des questions économiques ou à des questions politiques seulement, ce sont des guerres civilisationnelles. Des guerres de civilisation, par exemple, ce qu'on vit aujourd'hui entre Israël et le reste du monde, dans le Moyen-Orient, c'est une guerre de civilisation, civilisation occidentale contre les grandes civilisations de la Mésopotamie. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Ukraine, et je crois que Poutine l'a déjà exprimé, c'est une guerre de civilisation. Et qu'en est-il de l'Afrique? En Afrique, nous n'avons pas encore réglé nos problèmes identitaires. Nous n'avons pas encore fini de restructurer notre propre culture, notre propre civilisation, parce que qui a été attaquée, malmenée depuis plusieurs siècles. Et voilà que ce qu'on était en train de construire en termes de démocratie, et puis surtout au sortir de l'apartheid, il y avait beaucoup d'espoir sur le continent. Comment on appelle ça, le printemps arabe. On pensait que le printemps arabe allait générer une véritable démocratie en Afrique du Nord et particulièrement en Tunisie. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Tunisie? Ça, je crois que c'est Ibrahim a touché le problème. C'est qu'une fois qu'on pense construire la démocratie avec de vrais démocrates, ce sont les démocrates qui disparaissent au contact du pouvoir. Ça, je crois que c'est un vrai problème. Dès qu'on est en contact avec le pouvoir, on cesse d'être démocrate. Qu'est-ce qui explique que le pouvoir ne peut pas, surtout en Afrique, s'allier à la démocratie? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Est-ce un problème d'homme ou est-ce un problème de structure et d'évolution historique? Moi, je pense qu'il y a un problème d'évolution historique dans nos sociétés. C'est vrai que nous n'avons pas travaillé depuis plusieurs années, nous sommes indépendants il n'y a pas très longtemps, mais un problème de transformation de nos sociétés et de l'émergence de l'individu en tant que tel. Nous n'avons pas fini de parachever notre révolution sociale pour aller vers une véritable révolution démocratique. Et je me souviens, quand nous étions un peu plus jeunes, Bouba,
la question de la RNDP, Révolution démocratique nationale et démocratique, se posait. Maintenant, tous ces concepts disparaissent. Or, le fond du problème, c'est libérer l'individu en tant que tel. Sortir des structures sociales obsolètes, dépassées, des structures sociales qui ne correspondent plus à ce besoin de démocratie que nous vivons. Le Sénégal, nous avons fait 3 alternances. Nous le reconnaissons, qui se sont passées dans des conditions plus ou moins bonnes. Mais le problème du Sénégal, c'est que notre société, elle ne suit pas l'évolution politique que nous connaissons. Même si aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, la société semble beaucoup plus avancée que les politiques, il y a un véritable problème parce que si on creuse, qu'est-ce qui empêche le développement dans ce pays? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que nous avons des structures sociales obsolètes, nous avons un système qui ne génère pas ou qui ne génère pas le développement véritablement et personne n'ose faire face à cette réalité-là. Comment voulez-vous qu'on sorte du sous-développement en continuant avec le modèle social que nous avons, les relations de clientélisme que nous avons, un système crypto... Comment on appelle ça? Comment on dit encore? Il y a trop de corruption, corruptogène. Moi, quand on parle de la corruption, je dis que c'est notre société qui est une société corruptogène, une société où la stratification sociale pousse vers la corruption, une société où les relations sociales, toutes les relations sociales ne fonctionnent que sur la base de l'argent. Alors tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes, de mon point de vue, il serait illusoire de penser que la démocratie va s'installer dans notre société. Merci. Or, je vais terminer par là, on aura tout expérimenté, y compris les coups d'État militaires, ça ne règle pas le problème. Alors tout le problème se situe à un autre niveau. Je prends toujours le cas du Mali comme exemple. Je dis le Mali a un problème, coup d'État tout, mais le vrai problème du Mali, c'est que ce sont les mêmes clans du Mandé qui ont accompagné Soundiata Keïta, qui dirigent ce pays depuis toujours. Ce sont les mêmes clans, ça ne change pas, avec une exclusion. Et tous ceux qui sont exclus du système politique se retrouvent dans les mouvements djihadistes, dans les mouvements révolutionnaires, les révoltes, etc. Donc notre société, nous avons un problème avec notre société. Merci. Merci beaucoup Penda pour cette perspective historique parce que quelque part on a besoin aussi de voir plus grand pour pouvoir comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Je vais donner la parole à Cherfal pour venir encore plus près de nous, en Afrique de l'Ouest bien sûr, mais bon sur le continent hein, avec Africtivist. Et vous avez entendu un peu ce que Ibrahima a noté, qui est vraiment une réalité et des questions que nous nous posons, mais aussi ce que Penda vient de dire, qui nous montre la profondeur du mal et les questions qu'on se pose. Et aujourd'hui, pour vous, que devons-nous faire? Merci beaucoup Koumba. Je voudrais d'abord remercier mon grand frère Ibrahim pour l'invitation. C'est vrai que si je savais que j'allais intervenir sur le même sujet, j'allais revenir avec mes notes. Je les avais laissées sur la table parce que j'avais pris mes notes sur l'agenda. Mais c'est un plaisir de collaborer, de retrouver Trust Africa. Répondre à la question, ça clôt le débat tout de suite. Si nous savons ce qu'il faut faire, on plie bagage et on rentre. C'est effectivement parce que nous ne savons pas ce qu'il faut faire que nous devons réfléchir. Et réfléchir pour faire de la prospective, comme il nous le demande, c'est un exercice intéressant. Il nous faut nous questionner d'abord sur l'existence, le contexte. Et il souhaiterait que je revienne là-dessus. Et le contexte, il est simplement, je l'avais décrit à Abuja en 2 mots. Espoir et terreur. Et ensuite, je reviendrai sur ce qu'il faut faire. Pourquoi espoir et terreur? Terreur d'abord. Les différents points qui montrent qu'on est dans un contexte caractérisé par terreur, c'est d'abord une dissonance cognitive qui voudrait que nous nous retrouvons dans des salles et dans des forums pour discuter de l'avenir de la démocratie et de comment réinventer la démocratie au moment où
nos frères et sœurs pensent que leur vécu et leur souffrance viennent de la démocratie, de cette démocratie. Et c'est la démocratie qui est la cause des inégalités et de leur souffrance. Et donc il y a une dissonance qui existe. Au moment où nous voulons sauver quelque chose, certains luttent pour faire disparaître la même chose. Et donc il nous faut régler cette question d'abord. Après la dissonance cognitive, toujours dans Terreur, il y a la question du populisme qu'on voit émerger, mais qui est en train de prendre une proportion extrêmement dangereuse, mais qu'on n'évalue pas. Et ce populisme-là, aujourd'hui, a envahi l'écosystème informationnel. Je ne parle pas que de nos voisins qui ont des soucis au niveau de leurs instances politiques, mais je dis pour toute la région et tout le continent. Après le populisme, c'est une descente aux enfers de l'état de droit. C'est une dégradation, mais systémique de l'état de droit en question. Aujourd'hui, nous, on pose la question ici à Dakar, mais on a la possibilité de le faire. Et je dirai pourquoi tout à l'heure quand je vais parler d'espoir. Mais ailleurs, aucun n'ose poser ce débat-là. Et entre, je l'ai dit à Abuja, la liberté d'expression chez nous, dans notre pays, et le droit à la vie en dehors de notre pays, il faut choisir le droit à la vie. Je ne veux pas les citer, j'ai appris quelque chose à Abuja, c'est qu'on les stigmatise à force de citer ces pays-là. J'étais à côté de nos amis maliens, mais à chaque fois qu'on disait Mali, Burkina, Niger, je les voyais un peu être un peu dans, voilà. Et pour moi, ce serait pas bien de les citer tout le temps, mais je donne l'exemple du Burkina Faso. Regardez sur Internet, vous ne verrez aucun Burkinabé prendre la parole. C'est comme s'il n'y a plus d'intellectuels au Burkina Faso. Je ne les stigmatise pas, mais c'est la réalité. Et ça rejoint un peu le lot par rapport à cette dégradation de l'état de droit. À côté de la dégradation de l'état de droit, toujours dans Terreur, on a cette fameuse rencontre entre les démocraties africaines, post-indépendance, et les technologies de l'information et de la communication. Une transformation digitale, on est immergé, on se retrouve dans une transformation sociale, technologique, et on n'était pas du tout préparé à cette transformation-là, à cette révolution digitale. Et donc, du coup, on est en train de subir cette transformation digitale, cette révolution numérique, comme étant un fardeau et non pas un atout. Et ailleurs, on a des conséquences. Donc, les conséquences, c'est quoi? C'est des flots de diffamation, des fake news, des désinformations, ainsi de suite, ainsi de suite. La liste, elle est longue. Et toujours dans cette rencontre entre la technologie et nos démocraties, il y a aussi cette machine de propagande ou machine à propagande politique dans certains de nos pays. Nous l'avons vu ici, je donne l'exemple du Sénégal pour ne pas stigmatiser. Nous avons vu une institution de la République qui a tenu une conférence de presse pour montrer une vidéo pour désigner des forces occultes ou même des terroristes et que cette information a été démontée, débuggée à la minute qui a suivi par de jeunes Sénégalais. C'est donc une machine de propagande politique entre les mains d'un pouvoir politique qui a un appareil média vertical, radio, télé et tout ce qu'on peut voir comme arsenal au niveau sécurité. Et donc ça pose la question, en fait, on est à Dakar mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, nos voisins du Mali n'ont plus accès à une information de qualité parce que tout ce qui est véhiculé à longueur de journée, c'est préfabriqué et rentre dans une forme de propagande pour nourrir le populisme. Et le dernier point dans Terreur, c'est toujours en réponse à cette fameuse rencontre entre les technologies numériques et la démocratie africaine, c'est arrivé à un moment où les populations qui ont eu accès à ces technologies n'avaient pas encore une certaine conscience citoyenne et républicaine au point de pouvoir l'utiliser à bon escient pour répondre à des défis démocratiques. Parce qu'on n'a pas encore été préparé. Je mets de côté la terreur et je parle d'espoir. Pourquoi maintenant on peut parler d'espoir? Parce qu'au moment où il existe toute cette liste-là, à côté, nous avons des États et des démocraties qui, tant bien que mal, sont en train de sauver la démocratie. On parle de problème, mais la démocratie, elle ne peut être sauvée que par la démocratie. Et ailleurs, il y a des exercices de démocratie. Espoir, alternance politique. Je parle du Ghana, je parle du Sénégal, je parle du Cap-Vert. C'est des petites victoires, mais il nous faut les célébrer. Il nous faut accepter que c'est un processus et qu'on a fait des pas
3 alternances politiques, un parti de l'opposition qui va à l'élection contre un président sortant et qui arrive en tête au premier tour, mais c'est inédit. Ce qui s'est passé au Sénégal, ce serait passé ailleurs, on allait parler d'une série de putsch. Quelqu'un a putché, un autre a putché sur lui et puis quelqu'un d'autre a putché. Mais on a réussi à organiser une élection. Mais pourquoi on n'a pas célébré cette victoire de la démocratie? Pourquoi on ne parle pas de ces victoires, de ces petites victoires de la démocratie? Et c'est célébrer ces petites victoires de la démocratie qui permet de sauver la démocratie. Espoir, c'est le renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, on parle de président à 42 ans, de président à 44 ans, ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas que factuel. Il nous faut réfléchir sur ce que disait Madame le ministre tout à l'heure. Oui, avant, il y avait une élite qui était là, mais qui était prédestinée en quelque sorte. Aujourd'hui, on voit une sorte de disruption qui s'est opérée et qui a permis à une certaine forme d'intelligence ou d'acteurs d'arriver au pouvoir. Toujours dans espoir, et là, va y avoir une certaine forme de contradiction, c'est encore la rencontre de nos démocraties et de la technologie numérique. Au Sénégal, n'eût été Internet, les smartphones et les outils numériques, on n'allait plus parler de démocratie comme on est en train d'en parler aujourd'hui et maintenant. On a essayé de fermer des médias classiques, des télévisions, des radios, ainsi de suite. Il n'y avait qu'Internet qui continuait à véhiculer et Internet avait été censuré et on a eu une résilience. Et je termine sur espoir avec des institutions républicaines. Il faut qu'on célèbre nos armées républicaines. Au Sénégal, on en a une. Et c'est le lieu de le dire. Ailleurs, on allait avoir des coups d'État. À côté d'institutions républicaines, le Conseil constitutionnel, même si il y a des griefs, même si on peut trouver des choses à lui reprocher, à un moment donné, ça a permis de sauver la démocratie. Et pour moi, il faut quantifier. À côté du Conseil constitutionnel, on a aussi la maturité de la jeunesse. Une jeunesse mature et responsable et qui a une conscience citoyenne. Ça se passe au Cap-Vert, au Sénégal, au Ghana et un peu ailleurs, mais il faut en parler. À côté de la jeunesse mature et républicaine, je parlerai aussi de l'apport de la diaspora. N'eût été la diaspora sénégalaise, quand on a censuré Internet et les réseaux sociaux, le combat allait certainement s'effriter petit à petit parce que voilà, on ne pouvait pas. Et ici, on a vu la répression. Maintenant, quoi faire pour sauver? Et quelle forme de réponse? Pour moi, la seule réponse pour sauver la démocratie qui en elle-même fonctionne, mais a besoin juste d'être mise à jour et d'être intégrée dans une logique sociale, la réponse c'est une endogénéité et un culturalisme assumé. Retour à nos sources, comme elle l'a dit tout à l'heure, mais de façon endogène, qu'on puisse aussi tirer de nos racines et de nos valeurs culturelles pour réfléchir à un système qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nos réalités. Mais la démocratie en tant que système fonctionne et s'il y a échec, c'est l'échec des élites politiques qui ont eu accès au pouvoir. Merci. Merci beaucoup. Hakim, je vais te donner la parole avec la même question, parce que j'ai toujours la même question. Que faire? Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'élite dont il parle aussi, en tant que personne engagée aujourd'hui, face à tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons vu? Quelles sont les actions que nous devons prendre? Merci, merci Combat, et je tiens à remercier aussi Brumassal et Trust Africa qui m'a permis au fait de revenir dans ma ville d'adoption, Dakar, où j'ai vécu de longues années. Et Penda tout à l'heure me parlait de mon fils qu'elle a connu à Dakar, et ma fille dont la marraine est une grande dame sénégalaise. Donc je suis très 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 content de me retrouver ici, particulièrement dans un contexte un peu compliqué, et je vais également rejoindre le dernier intervenant pour dire effectivement, compte tenu des difficultés de la crise de la démocratie un peu partout en Europe, enfin en Afrique, mais la crise de la démocratie n'est pas propre à l'Afrique. Je pense que beaucoup de gens ont vécu avec une grande fierté ce qui s'est passé au Sénégal, des élections en dépit des difficultés, en dépit des problèmes,
les Sénégalais ou les institutions sénégalaises sont restées assez fortes pour organiser une transition véritablement qui s'est passée de manière civile et pacifique. Donc je suis une source de fierté. Elles sont rares en ce moment sur le continent, mais en tout cas ça a été une grande source de fierté pour nous. Moi je crois que Ebrima dans un premier temps et ensuite Penda et aussi ton intervention ont véritablement donné le là. Donné le là dans la mesure où M. Djané ont véritablement donné le là à cette conversation, à cette discussion importante. Combat, tu as raison. Moi, je vais évoquer 2 points. Tout ce qui a été dit, je pense, sur la crise de la démocratie, la crise des systèmes politiques, elle n'est pas propre, comme je l'avais dit, à l'Afrique. Lorsque nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Europe, dans les grandes démocraties européennes, ou ce qui se passe aux États-Unis, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, et nous sommes de tout cœur avec qui, vous savez. Mais il y a différents aspects. Penda a parlé d'aspects intellectuels, d'aspects politiques, d'aspects religieux. Moi, je voudrais introduire la dimension économique dans cette conversation et qui me paraît a joué un rôle très important dans la déstabilisation, je pense, de la démocratie et des régimes démocratiques. Dans deux directions. La première, bien évidemment, c'est quel a été l'impact des politiques économiques, des grands choix économiques dans la situation que nous vivons sur le continent. Et la deuxième, qu'est-ce que les économistes aujourd'hui sont en train de faire, de réfléchir sur quoi, comment, pour sortir et pour donner des sources d'espoir, comme l'a dit notre collègue, particulièrement pour une jeunesse qui est déboussolée par l'absence de propositions, l'absence d'alternatives. Le premier point, je pense, le premier point, moi je pense qu'il y a eu on a essayé avec M. Djané dans le cadre de la CEA de la critiquer, mais il y a eu une constance dans les politiques économiques qui ont sévi sur le continent. C'est ce qu'on a appelé le consensus de Washington, et même s'il est... je prépare une intervention dans un colloque à Washington la semaine prochaine, et l'hypothèse que je défends, parce qu'à partir du milieu des années 90, le consensus de Washington a été critiqué par Stiglitz, y compris qui était économiste en chef de la Banque mondiale, critiqué par le PNUD, les priorités qui ont été définies par M. Djané à la tête du Bureau Afrique des Nations Unies, du PNUD, et même à la tête de la CEA, c'était des positions critiques qui ont cherché véritablement à sortir du consensus de Washington. Je vais revenir sur ce que c'est que le consensus de Washington, on ne va pas aller par 4 chemins, mais mon hypothèse, elle est la suivante, c'est qu'en dépit de ces critiques, au fait, cette conception, ce paradigme des politiques publiques, il est jusqu'à présent, il est au cœur de la formulation des politiques économiques dans tous les pays africains, de mon pays, la Tunisie, jusqu'à l'Afrique du Sud. Et la plus grande préoccupation du consensus de Washington, je ne vais pas revenir sur les mesures de politique économique, les subventions, non. Le consensus de Washington, pour moi, la chose la plus importante dans le consensus de Washington, c'est chercher la stabilité macroéconomique de pays à laquelle on a donné la priorité dans la politique publique aux dépens de tout le reste, aux dépens de la santé, aux dépens de l'investissement, aux dépens de la croissance. Donc,
l'objectif, et ça véritablement, une expérience dans le gouvernement te permet de voir ça, pas seulement au niveau des responsables, j'étais ministre de l'économie et des finances, mais également au niveau des cadres de l'administration. C'est-à-dire il y a eu une culture de l'ajustement, de la stabilisation, une culture, je pense, comptable de l'économie. Une culture, vraiment, l'économie a été réduite à sa dimension la plus stricte, qui est la dimension comptable. C'est-à-dire, assurons-nous deux choses. Les salaires sont payés et les engagements sur la dette sont payés. Il n'y a pas de défaut de paiement. Tout le reste, vraiment, ça va revenir. Donc, cette stabilité, je pense, vraiment cette philosophie, c'est un paradigme. C'est un paradigme parce que nous, on a tendance à dire que le consensus de Washington ou l'ajustement structurel s'est terminé dans les années 90. Oui, mais il est resté dans les mentalités, il est resté, y compris dans les pays du printemps arabe après la Révolution. Les politiques économiques n'ont pas changé. Elles ont continué parce qu'au-delà des gouvernements et des responsables politiques, ici je vois beaucoup de responsables politiques, en fait elles sont portées par l'administration. Elles sont portées par l'administration, c'est leur plus importante préoccupation. Et elles sont portées par les institutions. C'est-à-dire, il y a deux grandes institutions en Afrique qui portent ces choix, c'est les ministères des Finances et les banques centrales. Le vrai pouvoir économique, le vrai pouvoir dans la formulation des politiques économiques, il est dans ces institutions. Et ces deux institutions sont jusqu'à aujourd'hui, les ministères des Finances dans tous les pays africains, c'est l'agence comptable du gouvernement, c'est pas autre chose. On ne parle pas ni de développement, ni de croissance, ni de perspective à long terme, ni de plan, non. Vous avez affaire, moi j'avais affaire à 11 000 fonctionnaires, dont la principale préoccupation, c'est comment lever l'impôt à la fin du mois pour payer les salaires en début du mois. Il n'y avait pas autre chose. Ne leur parle surtout pas de grandes... Donc je crois que c'est véritablement ça. Et cette conception, cette perception a trouvé devant elle une jeunesse qui cherche le changement, qui cherche l'éducation, qui cherche des emplois, qui cherche la santé, et c'est véritablement cette opposition, cette contradiction entre d'un côté des institutions qui avaient peur du changement, dont la principale préoccupation c'est que l'ordre reste stable, et de l'autre côté, je pense, une grande envie de se libérer de ce carcan qui a été porté par la société civile, qui a été porté beaucoup aussi par les syndicats, qui a été porté par les partis d'opposition. C'est de cette, la crise politique que nous vivons. Je dis, la dimension économique n'est qu'une dimension. Il y a d'autres aspects, etc. Et donc, c'est cette grande difficulté à laquelle, y compris les transitions démocratiques, n'ont pas apporté de solution. Donc c'est le vrai enjeu aujourd'hui, c'est une culture de la stabilisation et de la stabilité devant une envie et une quête de changement de la part des jeunes. Et je pense que c'est cette opposition qui est à l'origine du rejet des systèmes démocratiques et qui est une volonté d'aller chercher en dehors des systèmes. On a parlé des pays des pays du Sahel, de l'ensemble des pays du Sahel, une volonté de la part de la jeunesse. On travaillait avec une équipe des experts sur le Niger, sur les origines de cette, avant même le coup d'État. Mais c'était prévisible. Et donc il y avait une volonté, y compris dans mon pays, il y avait une volonté de chercher des réponses en dehors des systèmes et en dehors. Donc c'est véritablement ça. Ma grande préoccupation ici, et je laisse la parole, je dis deux mots sur le deuxième point. Ma grande préoccupation aujourd'hui et ma grande inquiétude, c'est que, y compris les gens qui viennent en dehors du système, qu'on appelle les populistes ou tout ce qu'on veut, n'ont pas apporté de réponse. C'est-à-dire ce que tu disais, Panda, sur ce qui se passe au Mali, sur ce qui se passe au Niger, quels sont au Burkina Faso, en dehors du recul de l'état de droit
et des libertés, mais du point de vue économique, quelles sont les réponses qui ont été apportées? À cela, je pense, à ces questions économiques, je pense qu'il faut rajouter un autre aspect auquel probablement on n'accorde pas, ou on a commencé à accorder l'attention en tant qu'Africains, c'est le problème du changement climatique. Moi, il y a un vrai problème en Tunisie sur l'arrivée de migrants de la part des pays des Grands Lacs, du Sahel, pardon. Et moi, j'expliquais que faites ce que vous voulez, mettez les deux armées algériennes et tunisiennes, vous ne ferez rien contre cette migration pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle désastre dans les campagnes au Niger, au Burkina, que la seule survie, c'est de dire, vous avez vu la traversée du désert algérien, des gens qui meurent comment dire, de soif, parce que c'est la seule source d'espoir. Donc j'arrête là. Deuxième point, en 2 mots, mais vraiment en 2 mots. Ce qui a une source d'espoir, on en a parlé, Combat, dans le cadre de Trust Africa, c'est que de plus en plus, il y a des économistes qui essayent de réfléchir et de sortir de cette opposition entre le discours du consensus de Washington, on peut l'appeler comme on veut, ajustement structurel, néolibéral, tout ce qu'on veut, et ensuite les démarches aventurières, les démarches populistes aventurières. Moi, je rigolais avec des amis en disant quelles sont les mesures qu'un régime populiste peut faire. Je dis, au niveau économique, je dis, j'espère surtout qu'ils ne prennent aucune mesure. Parce que vraiment, toutes les mesures à distribuer des salaires, c'est encore renforcé, à ouvrir la fonction publique, à régler à apporter ce type de réponse aux difficultés de nos économies, c'est vraiment la plus mauvaise chose. Donc il y a de plus en plus des réflexions sur comment construire des alternatives, comment construire de nouvelles politiques économiques, comment sortir, je dirais, de cet enfermement des économistes hérités de la crise de la dette de 81-82 et ouvrir de nouvelles perspectives à la réflexion économique. Et je suis d'autant plus content que vous le voyez, peut-être on ne le voit pas assez dans notre milieu francophone, mais lorsque vous suivez le débat économique aux États-Unis, vous voyez vraiment beaucoup de choses s'exprimer, des jeunes, des moins jeunes économistes qui s'engagent véritablement dans cette réflexion. J'étais un peu lent et je m'en excuse. En tout cas, merci de votre attention. Et très heureux de nouveau d'être chez moi, ici. Merci beaucoup Hakim pour ce que vous venez de partager. Briggs, je te donne la parole en dernier, et toujours avec la même question. Que devons-nous faire? Thank you. So I told Abda that I wasn't coming for a presentation, but to just share my own thoughts is part of a conversation. And I wanted to acknowledge the sentiments that you made in terms of celebrating the small victories and advances. I think it's what allows us to be sitting here and feeling safe and comfortable and not looking through the windows. Those small victories have given us a safe space in a way where we can have this public square and have this conversation. So indeed, we celebrate that. Lessons from many parts of the continent also caution us against over-celebrating the small victories, especially when it starts to extend to demobilization or a certain kind of delirium that brings about demobilization amongst the people, or surrendering of agents, or looking the other way because there is a victory that has come in and we expect that from now onwards things will take care of themselves. So it's a very important piece for us to remain aware of and cautious of.
And secondly, I also wanted to associate myself with some of your sentiments, Hakim, and say, indeed, I agree that the biggest problem for democracy is economic. And that may sound very confusing, especially in a context where we usually look at these as completely different thematic realms. What we have seen in many places is that when societies fail to answer the everyday economic question of what are our children eating, what's on our dinner table, how is our health care being taken care of, that's what creates disgruntlement, it creates dissent, it creates mobilization, it creates agitation, and usually it provokes a reaction on the other side that is repressive. So you actually see an automatic shift or transition from an economic question or economic challenge, economic problems, to a democratic crisis. If you look at most of our situations, that's actually, very obvious, and it can go further in terms of deterioration to become the hopelessness, the social crisis that has been talked about on this panel. There are many ways to speak to the question that you've posed, Kumba. And usually I talk about the problem with democracy presently, and we should also be a point of reimagination, is that we have over-prioritized representation over participation. So we show up once every 5 years, we elect our representatives, and we go home. Then they've got 5 years carte blanche to do what they want with the state and our resources, and we are not part of the equation anymore. So I think part of the reimagination of democracy that needs to happen is how do we bring participation to the center of our democratic process so that citizens are involved in every major decision that affects their everyday life. In a sense, we are talking of everyone's involvement every day in everything that is important. So how do we reimagine systems that allow for participation to be at the center, including to the extent of recalling representatives that we elect? There's nothing that should be cast in stone that says if we elect you, you've got 5 years to loot and then you choose not to even come back. So that's a big issue there. But there are more problems. If you go to the Athenian roots of democracy, there's something that was very interesting in terms of how they did selection. Because another problem with democracy today is that people are selected before they are elected. But we are not thinking a lot about the selection part. We are thinking too much about the election. So in the Athenian model, you will all self-select and put your names in a hat. And it was a lottery system that then picked names from that hat, and then there will be some kind of a vetting to check your character and everything. But the selection process was open to everyone. You put in your names in that hat. Today, the selection is where our democratic process is getting rigged. For the most part, is who can mobilize enough money to be able to be a candidate in an electoral process. That's how you are seeing corporate capture coming in, because it's now who has this money that can play a role in the selection process. I was seeing some figures somewhere that said in the American system, it's only about 2% of the population that gets involved in the selection part before you are brought forward to the whole population now to say you can elect this one. So we really need to look at how do we remove these barriers to entry, these barriers to selection in terms of people getting into the democratic process. So that element back in the day, it's sortition, basically, that is the technical name, where you can, there has to be a certain randomness that allows us to have everyone showing up.
So when you go back again, if you are to look at the challenges we are facing, one is the issue of inclusivity. Because democracy should really be about everyone's inclusion. And historically, even in those systems that I'm referring to, women were always excluded. Young people were mostly excluded. Poor people were mostly excluded. So our reimagination must be a reimagination of inclusion as well. How do we start to think about radical inclusion, and especially on the lines of gender, class, age, and all the other lines that have excluded people historically. Our reimagination of democracy must also be about decentralization and thinking local. There's a way in which democracy has meant percolating everything to the apex, and power is centralized at this apex, and very little now happens at local and community level. Our reimagination of democracy must be about, to a very large extent, thinking about the dividends, the delivery. I think that's where the challenge we are currently facing is. What are the dividends for democracy? At Trust Africa, we talk about democratic governance. We've looked at those two concepts and joined them into a program, because we've seen that democracy is more about the principles, and governance is really more about, you know, the delivery systems, the accountability systems. And we are putting forward a proposition that our delivery systems, our accountability systems must be anchored in democratic principles. So how do we sustain a connection between these principles and the delivery that we want to see at the end of the day? Let me say just two more things. I think we have a huge problem on the continent today. There is an intergenerational breakdown that is screaming for attention. If you look at Kenya, if you look at Senegal, you look at Zimbabwe, you look at South Africa, there is a way in which the older generation is not hearing the younger generation. In fact, the older generation is criminalizing the voices of the younger generation. And part of what needs to happen is some mediation of that conversation. It should not be criminal to insist that you want to contribute a voice into how you are governed. Something has broken down, and these ossified systems are being used as a reason to criminalize, to exclude, to completely even eliminate and dehumanize. And this is the last point. I think we need bold leadership on the continent to help facilitate a conversation like we are having here, but to also help facilitate the older generation to hear the voices of the younger generation, to say we are showing up on the front lines because we love our countries, because we believe we can make a contribution to solving society's problems. That's why we are showing up, and there's nothing that should be criminal about that. So we are calling for African leadership that can help mediate that conversation so that we can move away from the current major crisis that's confronting us. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Briggs, pour ces propositions concrètes. C'est vrai que nous sommes ici sur ce panel, et plus la plupart d'entre nous dans cette salle de 1900, comme dirait mon fils, me dit, madame, vous mettez la musique de 1900. J'ai dit, moi, 1900. Mais bon, la réalité, c'est que tout ce qui est avant 2000, c'est 1900. Et nous sommes de 1900. Entre nous et eux, ce n'est pas une génération, c'est un siècle. Voilà, donc nous sommes de 1900. Et c'est important de toucher cette question-là, de cette différence, en tout cas de cette cassure entre les générations. Merci beaucoup, Penda, de nous avoir remis en perspective, une perspective historique. Je note ce que tu dis, c'est que c'est des grandes crises et des grandes difficultés que naissent aussi la créativité. Donc tu nous as dit, après les guerres, après les grandes guerres, après en tout cas des situations très très difficiles, on est obligé de se regarder et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Et je pense qu'on est dans un moment de crise quand même terrible
à travers le monde et que c'est peut-être vraiment le moment de se dire comment on revoit tout ça et qu'est-ce qu'on propose de nouveau, de différent, puisque ce que nous sommes en train de faire semble ne pas marcher. Et je t'entends aussi quand tu nous dis, au-delà des systèmes, les individus aussi doivent changer et quelque chose de fondamental doit changer dans nos rapports les uns entre les autres et quelque chose doit... la démocratie ne va pas marcher toute seule si nos sociétés aussi ne changent pas, si les mêmes personnes au pouvoir depuis l'Empire du monde et continuent aujourd'hui, on ne peut pas parler de démocratie. Merci. Cher, merci à toi aussi. Nous avons entendu, la terreur existe et nous devons le dire. Sur ce continent, beaucoup de gens sont terrorisés. On ne peut pas parler, on ne peut plus s'asseoir et juste discuter. Les gens reviennent de réunions et ils sont arrêtés à l'aéroport et on leur demande qu'est-ce que vous avez dit à Dakar, qu'est-ce que vous avez dit à New York, qu'est-ce que vous aviez dit à tel endroit. Les gens sont emprisonnés, pris des avions juste après avoir discuté de choses qu'ici nous considérerons tout à fait normales. Il y a un règne de la terreur dans beaucoup de nos pays africains, c'est une réalité. Et cet espoir dont tu parles aussi, nous l'entendons, c'est dur, mais il faut, et on entend qu'il faut célébrer le Sénégal, il faut célébrer le Cap-Vert, le Ghana, il faut célébrer les petites victoires, et que c'est comme ça qu'on construit aussi plus et qu'on voit beaucoup plus loin. Hakim, merci. La question économique, Brig aussi l'a ramenée. Souvent, on nous dit on ne mange pas la démocratie. Mais il faut que la démocratie réponde aux questions économiques. Et qu'il y a une vérité, c'est que les impositions, les modèles économiques que nous avons et les modèles économiques mondiaux ont tué aussi nos démocraties naissantes et n'ont pas permis, n'ont pas donné le temps d'éclore à certaines des choses dont nous avions besoin et qu'il est nécessaire dans cette nouvelle créativité que la question économique soit revisitée complètement. Brig, nous entendons très bien aussi tes propositions, en tout cas les toutes dernières propositions concrètes que tu as faites. Et je relance la question à la salle parce que bien sûr vous nous parlez, mais aussi j'aimerais entendre quelques personnes de ce que vous voyez. Et surtout, moi je pose toujours cette question, qu'est-ce que nous devons faire? Puisque avec ce que nous avons, aussi petit que nous soyons à Trust Africa, nous devons participer, nous avons collaboré avec d'autres. Qu'est-ce que nous devons faire pour aller plus loin, pour changer la donne sur notre continent et à travers le monde? Et quelqu'un va nous aider à prendre quelques personnes dans la salle. Et j'aimerais ramener Ibrahim Sall, notre directeur exécutif. Pour 30 secondes, il m'a dit, et surtout souhaiter la bienvenue à Abdoulaye Diané. Merci, nous sommes très heureux de te voir ici. Juste pour nous rappeler... Why is it not working? Just use this one. Ok, voilà. C'est juste pour rappeler que ça fait juste quelques semaines qu'on a perdu Amadou Mahtar Mbow. C'est quelqu'un qui a participé d'une manière extraordinaire à faire régner la justice dans le monde, à réhabiliter des valeurs, à les ancrer au niveau mondial. Il a utilisé le prestige de sa position en tant que directeur général de l'UNESCO pour faire sortir des gens de prison. C'est vrai. En Amérique latine et ailleurs. Il a soutenu le mouvement de libération nationale d'une manière extraordinaire. Alors, disant tout simplement, c'était l'une de ses premières missions quand il a été adjoint au directeur général. On l'a envoyé à Addis Ababa et après il a dû aller à Dar es Salaam où il s'était concentré. Il a dit, bon, vous battez pour la libération, d'accord, et ça va se faire. Mais qu'est-ce que vous allez faire après? Et il a développé tout un programme d'appui, de renforcement, de préparation de ces gens-là pour l'exercice du pouvoir après. Ouais. Et d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses. Et ici au Sénégal, il
il a fait énormément de choses. Parmi les dernières, c'est le fait d'avoir été au centre, diriger les assises nationales, diriger également la Commission nationale de réforme des institutions au niveau du Sénégal. Je me rappelle également qu'on appelle Omar Koumba Diop, un grand frère, un grand universitaire parmi les plus grands de ce continent. Juste pour rappeler ça, et que quand on parle de démocratie et de réimaginer, je pense que ces gens-là, on devrait les avoir en tête. Et que Jannatul Firdaus soit leur dernier demeure. Merci d'avoir ramené cela. C'est extrêmement important. Alors, Abdas, tu as m'aidé à donner la parole dans la salle. Oui, merci. Bonjour, c'est Fabien Bacham. Quand je vous entends tous parler, ma tête se met à faire des synthèses. La question fondamentale que monsieur a posée est de dire que nous avons besoin de leadership. Le leadership, ce n'est pas les élites. Le leadership, c'est quelqu'un qui est capable de synthétiser des aspirations populaires et de les traduire en action. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire « il n'y a que moi qui vois s'il y a un trou sur la route et voilà comment je vais vous développer ». Ça, c'est le premier obstacle épistémologique auquel nous avons eu à faire face. Le deuxième obstacle épistémologique-politique que nous avons, c'est que nous sommes piégés par les concepts. Mais le mot démocratie, il appartient à tout le monde. Lorsque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée par deux. Mais l'Allemagne qu'on disait antidémocratique s'appelait la République démocratique allemande. En 1917, avec la révolution bolchevique, c'est de là qu'est né le concept de centralisme démocratique. Donc la démocratie a un contenu objectif auquel tous les peuples aspirent. La question fondamentale est celle de la captation des intérêts des peuples par des élites. Il faut donc que nous ayons le courage d'affronter la vérité. Mais le gros problème pour nous et même pour nos élites, c'est que même quand on faisait des thèses de doctorat, nous étions emprisonnés dans un moule qui doit montrer que nous savons, que nous avons appris ce que les autres savent qu'ils ont écrit. Dans un pays comme la Suisse, vous ne pouvez pas avoir un doctorat d'État si vous faites ça. Vous devez venir montrer ce que vous apportez de nouveau à la science dans laquelle vous voulez être appelé docteur. Par exemple, si vous êtes un économiste, la définition des Suisses qui sont pratiques, c'est un économiste, c'est quelqu'un qui est capable de transformer son environnement. C'est la définition étymologique. Donc quelqu'un qui vient chaque fois nous citer dans chaque mot quelques auteurs et tout, on ne le considère pas comme un économiste. Parce que c'est un pays de gens pratiques. Alors, je cite la Suisse à dessein. Parce que ce que le professeur Pendenbaum a dit est juste. En réalité, c'est les mêmes systèmes qui traversent les âges. Vous savez, si on n'a pas peur de la vérité, ce que ça veut dire, c'est que depuis l'esclavage, nous vivons une économie de guerre. Une économie de guerre est une économie où ceux qui dominent l'économie, c'est ceux qui contrôlent les moyens de la violence. Avant, ils avaient les moyens de pouvoir venir assujettir des peuples, les piller et leur imposer ça. Vous allez à la colonisation, c'est la même chose. Tout le modèle de développement occidental a été bâti sur le pillage des pays les plus faibles. C'est la raison pour laquelle il y a eu deux guerres. La première guerre, c'était une guerre qui a été déclenchée parce qu'il y avait des pays qui avaient des colonies et d'autres qui n'en avaient pas. Et ceux qui avaient des colonies pouvaient venir piller et avoir des choses bon marché gratuitement et compétissaient avec des gens qui devaient travailler pour le faire. Ça créait la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose. Alors tenez-vous bien, comment on a essayé de résoudre le problème de la Deuxième Guerre mondiale en se disant il ne faut plus qu'on se fasse la guerre. Mais c'est 1944, c'est les Nations Unies avec la conférence de Bretton Woods qui a créé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et
les accords généraux sur les tarifs et le commerce, qui est devenue l'Organisation mondiale du commerce. Mais j'entends toujours des gens dire je suis keynésien, mais ils ne savent pas que John Maynard Keynes et son homologue américain ont été les architectes des institutions de Bretton Woods. Quelle était la charte fondamentale, que je n'invente pas, allez le consulter. C'était de dire que pour que nous cessions de nous faire la guerre, il faut comprendre pourquoi nous faisions la guerre. Nous faisions la guerre parce qu'il y en a qui ont des colonies, d'autres qui n'en ont pas. Donc il y en a qui ont des ressources, d'autres qui n'en ont pas. Donc nous avons créé ces 3 institutions qui vont nous permettre à tous d'avoir un accès équitable aux ressources dont nos pays ont besoin pour se développer. Mais ces ressources, la plupart sont en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc même ces 3 institutions-là étaient des institutions qui géraient l'économie de guerre permanente. Mais les méthodologies ont été assouplies. Au lieu de venir avec des armes, on a créé des bureaucraties multilatérales dont l'expression la plus assumée, c'est ce que le ministre a appelé le consensus de Washington. Mais même quand nos élites parlent de consensus de Washington, ils sont piégés. Le mot gouvernance a été inventé par le consensus de Washington. Le mot gouvernance ne signifie pas étymologiquement ce que vous entendez par là. Le consensus de Washington avait créé des créneaux de libéralisation, de stabilisation et d'ajustement pour créer des systèmes où les gens qui avaient beaucoup d'argent pouvaient être libres d'aller investir où ils veulent et que les autres devaient ouvrir leurs frontières commerciales pour qu'on vienne vendre là-dedans. Et les pays dits qui faisaient de la bonne gouvernance sont les pays qui respectent ces principes. Alors c'est normal que lorsque vous voulez rester entre 4 murs et vous bougez que les sièges entre ces 4 murs-là, si les murs ne bougent pas, il n'y a pas de révolution. Alors, je veux conclure rapidement pour ça, parce que si vous me laissez parler, j'aurais pu faire une conférence là-dessus. Mais c'est pour vous dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est la raison pour laquelle, depuis que j'ai préféré quitter la Banque mondiale pour être libre de m'exprimer, j'ai toujours dit que au lieu de faire des conférences nationales politiques, ce qu'il faut faire, c'est des concertations nationales pour que de vrais leaders écoutent les populations et se mettent d'accord sur ce que les populations veulent faire de leurs ressources. Parce que fondamentalement, guerre de civilisation, tout ça, c'est des déclinaisons. À la fin de la journée, comme le monsieur l'a dit, c'est un problème économique. Alors il faudrait, même dans ce pays, c'est la raison pour laquelle, quand nous avons accompagné ces jeunes à s'installer au pouvoir, je ne les lâche pas d'une semelle parce que le projet qu'ils nous ont vendu, je vais être une sentinelle pour qu'ils l'exécutent. Donc s'ils sont en train donc, de dévier, je dis il faut revenir aux fondamentaux, écouter les populations, se mettre d'accord sur une vision commune du développement et refonder nos institutions en fonction de cette vision. Merci beaucoup. Je suis Oumar Dia du département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop. Je remercie Trust Africa pour cette invitation à cette table ronde sur le thème réinventer la démocratie, la paix et la sécurité en Afrique. Présenté de cette façon-là, et c'est ce qu'a démontré les différentes présentations, nous avons tendance à penser qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a un travail à faire pour maintenir la démocratie, pour la préserver, voire la réinstaurer. Donc voilà, les différentes présentations ont mis souvent l'accent sur des rejets par-ci, par-là en Afrique des systèmes démocratiques. Présenté de cette façon-là, on peut penser qu'il y a plus de raisons d'être pessimiste que d'être optimiste. Et c'est sur ce plan-là que je vais apporter une nuance, voire je vais ramer à contre-courant parce que cela ne correspond pas aux données factuelles. Ce n'est pas documenté. Pourquoi je le dis? C'est que le 12 septembre 2023, il y a eu un sondage mondial de l'Open Society Foundation sur l'état de la démocratie à travers le monde, sur le niveau de confiance et d'adhésion des populations à la démocratie. Et 30 pays au niveau mondial ont été sondés, dont 8 pays africains
Et les 8 pays africains qui ont été sondés sont l'Éthiopie, le Kenya, l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, qui était en pleine crise, le Ghana et le Nigeria, en fait. Et la moyenne, justement, pour ces pays-là, nous aussi entre 96% pour l'Éthiopie. L'Éthiopie, il y a 96% d'adhésion des populations à la démocratie, de degré de confiance à la démocratie en Éthiopie. Et le dernier pays africain parmi les 8 qui ont été sondés, qui sont censés être représentatifs de toute l'Afrique, c'était l'Afrique du Sud qui était en pleine désillusion. Et c'est ce que traduisent les résultats des dernières élections générales. En Afrique du Sud, la moyenne au niveau de la population générale était de 83%. Donc, en fait, si par-ci, par-là, nous constatons des rejets, par exemple, des systèmes démocratiques, c'est que si on s'appuie sur ce sondage-là, ce qu'on peut dire de la démocratie en Afrique, c'est qu'elle reste encore un idéal très fort, même si c'est une réalité fragile. Une réalité fragile liée au fait que souvent les promesses de respect des libertés fondamentales ne sont pas tenues, aux promesses de démocratie, de véritable démocratie économique ne sont pas tenues. Et c'est ce qui explique la désillusion en Afrique du Sud, en fait. Quand les gens sortaient de l'apartheid, il y avait de très grands espoirs. Ces espoirs-là ayant été déçus, il y a eu un désenchantement tout simplement de la population. Et c'est ce qui fait que, lors des dernières élections générales, le niveau de participation a drastiquement baissé, mais l'ANC a également perdu la majorité. Maintenant, là où il faut s'inquiéter, c'est que la défiance vis-à-vis de la démocratie, elle émane plutôt des populations jeunes. Il y a un certain niveau de défiance vis-à-vis de la démocratie, qui aussi autour de 30%, c'est quand même important, mais on le retrouve justement au niveau des populations jeunes qui ont grandi en démocratie, parce que voilà, ce n'est pas des gens qui ont connu Mobutu, ni Eyadema, mais ce sont ces populations-là qui adoptent une certaine défiance. Donc c'est sur ce plan-là qu'il faut faire très attention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le système démocratique n'a pas réduit le temps que les populations passent pour chercher de la nourriture. Et je pense que tant que les gens passeront la plupart de leur temps à chercher de la nourriture, ils ne vont pas s'occuper de démocratie, ils vont ne voir que l'échec. Parce que, ici à Dakar, toute la masse qui se lève le matin à 4 h du matin pour venir à Dakar, c'est des gens qui cherchent la nourriture. Et ils le font chaque jour. Je pense que si on fait un sondage entre préférez-vous être nourri qu'être libre de parler, je pense que les gens vont dire il vaut mieux avoir une dictature qui nous nourrit qu'une démocratie qui ne nous nourrit pas. Et je pense que l'un des problèmes de la démocratie, c'est aussi ça. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous autres qui réfléchissons à la démocratie, j'ai l'impression que nous sommes incapables de penser que la démocratie est dépassable. Nous pensons que c'est le système ultime de gouvernance et qu'il faudrait imaginer, il faudrait adapter, il faut ceci, il faut cela, mais on ne veut pas dépasser le système démocratique. On n'a pas essayé l'anarchie. Si. L'anarchie est de l'humanisme. L'anarchie, c'est la capacité pour chacun de nous de penser que nit mooy garabu nit et que par conséquent, on va être tous bienveillants entre nous et notre système va marcher. Pourquoi on ne crée pas un système où tout le monde est bienveillant? Il y aura pas besoin de démocratie, ça dépasse la démocratie, ça. Mais ça suppose une éducation sur une très longue durée. La troisième chose, je reviens sur ce qu'il a dit sur l'absence de dialogue entre les jeunes, les vieux, les gens de 1960, comme on dit. Je me plais toujours à raconter une petite histoire avec mon fils. Mon fils, quand il avait 10 ans, 12 ans, chaque fois que je venais, il me disait « Je suis sûr que vous avez fait réunion. » Mon job, c'était de faire des réunions. Et je dis « Oui, oui. » Un jour, j'arrive, et puis il me dit « Papa, je suis sûr que vous avez fait réunion. » Je lui dis « Oui. » Il m'a dit « Vous avez parlé de quoi ?»
Justement, on était à Radisson, un groupe avec l'ARTP, sur les politiques publiques sur l'Internet dans 30 ans. Et je lui ai dit, non, aujourd'hui on parlait de l'avenir de l'Internet dans 30 ans. Il m'a dit, ah, et vous prévoyez la téléportation pour quand? Bon, j'ai fait semblant de ne pas entendre. J'ai dit, bon, ça, je suis parti. Mais le lendemain, je suis venu en salle, je me suis dit oui. J'ai dit aux amis, notre moyenne d'âge, nous, c'est 50 ans. Nous prévoyons des politiques publiques pour des gosses qui ont 13 ans. Nous ne savons pas ce qu'ils pensent. Et je pense que ce dialogue entre ceux qui font les politiques, les anciens ministres des Finances, est-ce qu'il a jamais parlé, peut-être que sa fille lui a dit ses aspirations, mais nous qui faisons les politiques publiques, je pense que nous ne sommes plus en âge de comprendre ce qui se passe en dessous de nous. Et je pense que tant qu'on ne fait pas ça, on ne fera pas de bonne politique. Merci, Merci beaucoup. C'est derrière. Merci à Trust Africa de nous avoir permis de nous retrouver encore une fois. Je revois des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps et particulièrement heureux de retrouver le doyen Abdoulaye Diané ici. Alors moi, je voudrais d'abord me poser une question, c'est-à-dire, enfin, le premier défi que nous devons régler, nous, entre nous, quand on discute comme ça, dans cette perspective panafricaniste, c'est les concepts que nous utilisons. Quel contenu nous leur donnons? Nous parlons de démocratie depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que toutes les perspectives d'analyse qu'on a eues aussi restent encore toujours dans cette démocratie libérale. Qui est le problème de fond? Et certains disent, comment nous allons faire pour entrer définitivement dans cette forme de démocratie? Moi, je pose une autre question. Comment nous devons faire pour sortir notre pied de l'étrier de cette démocratie libérale qui a fini d'échouer à l'échelle globale parce que tous les problèmes créés, les inégalités, au niveau géostratégique, les iniquités, etc., toute cette masse de population laissée pour compte. Donc ça ne marche pas. Et pourquoi voulons-nous, nous, devenir de meilleurs élèves dans cette perspective? Je pense que l'élite africaine surtout, et particulièrement les chercheurs, là, ont l'obligation d'un parti pris. Si le parti pris, justement, on nous invite à ça, de réinventer cette démocratie, de lui donner un autre contenu, et d'assumer cette singularité qu'on peut lui donner. Et justement, il se trouve que nous avons quand même énormément de ressources pour ça. L'Afrique n'a pas toujours été comme ça. Je suis content, c'est vrai, les Ibn Battuta et autres, etc., sur les sociétés africaines que nous avions eues ici, mais qui avaient des modes d'organisation politique et sociale, mais très en avance par rapport à ce qu'on appelle le progrès aujourd'hui. Donc nous avons le devoir de réinventer, de réquestionner tout ceci, mais de l'adapter à la nouvelle demande. Mais cette demande, elle est là, elle est incarnée par notre jeunesse. Cette demande d'une libéralisation de notre peuple, d'émancipation, qui malheureusement nous divise aujourd'hui. Pourquoi elle nous divise? Pourquoi le jeune malien burkinabé qui se trouve dans cette AES, aujourd'hui a un problème avec le jeune ivoirien sénégalais parce qu'on nous dit, bah, écoute, vous êtes encore les élèves des autres, mais nous assumons une certaine revendication, d'une certaine authenticité, d'une certaine liberté par rapport à un système qui ne marche pas chez nous. Quand on célèbre le Sénégal, je peux être d'accord, content, mais attention, moi, j'y fais avec bémol, parce que c'est vrai, on réussit des élections, encore que, entre guillemets, parce qu'à chaque élection, mais combien de personnes perdent leur vie dans ce pays? Ça, c'est pas une réussite. Si une seule personne perd sa vie parce qu'il y a des élections, c'est pas une réussite. Et puis, entre une élection et une autre, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de démocratie. C'est un pouvoir centralisé, on prend des décisions, le peuple ne fait que subir. Ce qu'on a, c'est certes, c'est vrai, ici, la liberté de s'exprimer, mais ça s'arrête là. Alors que ceux qui ont cette liberté de s'exprimer, de mobiliser, de montrer d'autres alternatives possibles, c'est ceux-là qui doivent justement converser et discuter avec cette jeunesse, la conscientiser sur une voie, une autre voie qu'il faut prendre. Et je pense que ces démocraties, gouvernance démocratique, il faut qu'on mette un contenu clair et qu'on s'entende sur ça. Et ça, c'est une perspective panafricaine qu'on doit oser
revenir là où Cheikh Anta l'avait laissé. Je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons progresser et c'est à ça que j'invite également les collègues. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Moi, je vais aller très vite parce que je suis d'accord sur vraiment tout ce que j'ai entendu. Je voudrais juste peut-être renforcer sur le mot démocratie. Vraiment, c'est important de dire que c'est une tension permanente pour plus de liberté et de justice. C'est la liberté institutionnalisée. Tous les peuples du monde, tous les êtres humains veulent être libres. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est comment elle a été inventée. Parce que l'humanité, moi je suis professeur d'histoire très ancienne, on a inventé pour régler un problème, la stasis, c'est-à-dire des troubles permanents. On a liquidé des rois, on les a fait partir, on a inventé autre chose, la République et la démocratie. Souvent je dis à mes étudiants, c'est pas la même chose. Démocratie et République, parce que la démocratie, vous pouvez l'avoir dans des royaumes. Il y a des royaumes où il y a des démocraties. Donc je crois que c'est bien d'avoir dit ça. Maintenant, les facteurs, Hakim a raison. La démocratie a été inventée parce qu'il y a eu deux phénomènes dans l'histoire de l'humanité. On a inventé la monnaie, ah oui, et l'alphabet. Ça, si on ne le dit pas aussi, ben, on raconte aux étudiants, aux jeunes, c'est le facteur économique et l'alphabet en Grèce où ça a été inventé, c'est comme ça. Alors, autre chose, c'est que c'est fragile. Toutes les révolutions, mais il y en a combien qui ont échoué dans le monde que nous vénérons. La commune de Paris, la commune de Shanghai. Mais en Afrique, il y a eu des révolutions. Mais pourquoi des révolutions sont toujours fragiles? Ça, il faut l'expliquer aux jeunes. Il n'y a jamais de révolution, mais même au Sénégal. On va vers des élections là, dans quelques semaines. Ouais. Qui dit qu'est-ce qui va se passer? Il y a actuellement même des recours. Mais dans quelques jours, on peut avoir des trucs extraordinaires. Donc, attention, la démocratie, c'est comme... Alors, je termine maintenant par... Il faut améliorer les assises nationales. C'est bien, le doyen Amadou Mokhtar Mbow. Combien dans la salle ont participé? La CNRI. Mais pourquoi au Sénégal, si on avait appliqué ce qui a été dit, je vous assure qu'on n'aurait plus ces problèmes-là qu'on a actuellement. Les gens ne veulent pas appliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 groupes d'acteurs, pas seulement au Sénégal, dans le monde. Je voyage beaucoup. Les pays africains que je ne connais pas, il y a nous qui sommes majoritaires, là, la société civile. Mais il y a un autre groupe, les acteurs économiques, ils sont là. Il y a des chefs religieux, spirituels, tout ce qu'on veut. Mais il y a des militaires, partout. Mais est-ce que ces groupes-là dialoguent? Voilà ce qu'on a. Les assises nationales au Sénégal, pourquoi ça a marché? Mais il y avait tout le monde, y compris d'anciens généraux. Il y avait tout le monde. Les syndicats étaient là. Et pour terminer, il faut arriver à un dialogue des pouvoirs. Si on n'y arrive pas, on ne peut pas avancer. Et ça, même parfois la discrimination positive, j'ai félicité tout à l'heure mon frère Khan en lui disant que j'ai vu avant-hier son article où il parle de tricaméralisme. Nous qui sommes Cheikh Antis, on s'est battu pour parler de bicaméralisme en Afrique. Mais maintenant, moi je change mon vocabulaire. Parce que les jeunes, mais c'est une autre chambre. Alors, ce dialogue entre hommes et femmes et jeunes, il faut l'assurer dans nos institutions, ce n'est pas le fait. Et donc, on ne va pas sortir de crise parce qu'il y a des manques dans nos institutions. Même les assises ne règlent pas le problème. Moi, je ne suis pas d'accord sur tout ce qui a été dit au niveau des assises. Parce qu'Abdoulaye Wade nous a fatigués, on a dit que maintenant, pour être président, il faut avoir minimum 35 ans. Alors, on permet aujourd'hui au Sénégal à des jeunes qui ont 20 ans, mais ils ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. Il y a même des aberrations. Nous-mêmes, on s'en rend compte. Donc, il faut réformer nos institutions et avoir le courage. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Maintenant, la discrimination positive, hein, il y en a. M. Fall a raison. Il faut qu'on interroge les sociétés africaines. J'ai à ma maison, mais des images où on voit des souverains africains entourés par non seulement la femme, mais par également une petite fille. Il faut interroger les cultures africaines. Ce problème d'équilibre, ce problème même de discrimination positive a existé.
Et maintenant, quand on parle de l'Afrique, on a l'impression qu'on n'a pas de sources, etc. C'est faux. J'ai dit l'autre jour que je ne parlais plus de démocratie, de démomatocratie. La mat, c'est l'équilibre. L'équilibre. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Merci à l'ensemble des panélistes, également à la modératrice pour la question qu'elle a soumise et à laquelle j'aimerais apporter peut-être une réflexion. On sait que les diagnostics ont été établis, la situation, les problématiques ont déjà été explorées, elles ont été dégagées, des propositions de solutions également. Il y a toute une littérature qui a été produite soit par les universitaires, soit par la société civile, et tous les types de penseurs possibles et imaginables. Et donc la question c'est effectivement, mais pourquoi est-ce que le basculement vers le changement ne s'opère pas? Et qu'est-ce qui doit être fait et qui n'a pas encore été fait pour que justement la mayonnaise prenne, si vous me passez l'expression, et que ce basculement ait lieu. Parce qu'il n'a pas lieu en dépit de toutes les réflexions qui ont été menées et en dépit également des actions par-ci par-là que l'on constate de manière assez timorée dans le cadre politique, mais de manière beaucoup plus audacieuse dans le cadre notamment de la société civile, etc. Alors, à mon sens, ce n'est que mon avis, ce qui nous manque, c'est de l'audace. Il nous manque de l'audace et de la confiance. De l'audace et de la confiance afin de pouvoir libérer les imaginaires qui sont totalement entravés et afin de pouvoir enfin développer notre créativité, une créativité réellement africaine. Et c'est à mon sens seulement sur cette base-là que l'on pourra véritablement opérer une déconstruction de l'existant qui pourra nous mener vers une construction du vécu donc, dans lequel on souhaite s'épanouir. Des constructions dans tous les points de vue. D'un point de vue politique, tout d'abord, j'ai entendu tout à l'heure les remarques de satisfaction qu'avait suscité l'élection de Diomaye Faye. Donc, à mon sens, il faut vraiment être très modéré. Parce que, comme l'a dit d'abord Eliman Khan, effectivement, une élection qui a été précédée par des dizaines de morts n'est absolument pas à célébrer, à mon sens. Et également, d'autre part, est-ce que c'est véritablement ce système électoraliste et ce système représentatif auquel véritablement nous devons aspirer si l'on veut que les populations soient véritablement défendues et que leurs intérêts soient d'abord pris en charge? Donc je ne suis pas certaine de ce point de vue-là. Je suis également très heureuse que le doyen Mademba Ndiaye, que je salue, ait évoqué l'anarchisme et non pas l'anarchie, parce qu'à mon sens, c'est dans ce système, l'anarchisme, que la démocratie réelle, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, est davantage respectée que cette démocratie nominale qui existe aujourd'hui. Donc déconstruction politique. Aussi une déconstruction conceptuelle et épistémologique. Donc le CAMES actuellement, si on parle de la recherche scientifique en Afrique, le CAMES, c'est une institution qui fige l'imagination et la créativité. Il y a un certain nombre de normes qui existent, un certain nombre d'exigences qu'il faut respecter si vous voulez pouvoir avancer dans la carrière. Donc si vous voulez être en dehors des clous et faire preuve d'imagination, de créativité et véritablement faire avancer notre Afrique, vous ne pouvez pas. Vous choisissez donc de rester en dehors du progrès dans la carrière. Merci. Du point de vue conceptuel également, ces concepts de démocratie, donc on le sait, ce sont des notions polysémiques, peut-être davantage s'attacher au fond de ce que l'on veut plutôt que de s'attacher aux mots en tant que tel, parce que c'est un concept qui est tout d'abord complexe. Une démocratie qui exclut les jeunes, qui exclut les femmes, ce n'est pas une démocratie. Ouais. L'âge médian au Sénégal, c'est 19 ans. C'est-à-dire que la moitié de la population a 19 ans et moins de 19 ans. Comment est-ce qu'on peut exclure les jeunes dans cette... Donc, c'est-à-dire que c'est la jeunesse qui est majoritaire dans ce pays. De même, les femmes sont légèrement plus nombreuses dans ce pays que les hommes. Comment est-ce qu'on peut exclure ces deux catégories de population? La déconstruction également économique, en écho à ce que disait monsieur tout à l'heure, il y a des économistes hétérodoxes qui fournissent une réflexion alternative sur le système libéral dans lequel nous vivons aujourd'hui, notamment en Afrique, et différents mouvements et structures qui réfléchissent à une économie hétérodoxe, ceux-là sont relativement peu soutenus.
dans ces démarches-là. Et il y a des propositions audacieuses de se passer des institutions de Bretton Woods et des menaces qui mettent sur le cou des pays africains. Il y a des propositions de sortir du franc CFA, etc., etc. Donc je ne suis pas certaine que ces penseurs hétérodoxes soient suffisamment soutenus. Donc on verra par exemple au Sénégal, est-ce que la promesse donc, de passer, donc, en tout cas de pouvoir peut-être se débarrasser du franc CFA, va véritablement aboutir. Monsieur Sarr, le ministre de l'économie, donc qui est vraiment une personnalité, donc qui connaît notamment très bien la monnaie et qui est quelqu'un de valeur. Est-ce qu'il n'est pas plutôt donc dans une perspective libérale? En tout cas, je pense que c'est dans ce moule-là qu'il a été, qu'il a été façonné. Merci. Voilà, donc de l'audace et de la confiance afin de sortir de ces schémas qui nous figent. Merci beaucoup. Merci, M. Wall. Nos remerciements, Dr Ibrahim Sall, de nous avoir invités à cette rencontre. Moi j'ai tendance à dire, jetons la démocratie, cherchons autre chose. Moi, je suis sénégalais, mauritanien, ouest-africain. Les épisodes les plus sanglants depuis 60 ans de la vie politique, c'est les joutes électorales. Quand vous mettez ensemble ce qu'on a obtenu avec ça, moi, je vois, on se gargarise à chaque fois, oui, le Sénégal. Mais est-ce que ça vaut la peine vraiment? Quand je pense que le président Diomaye Faye, qui vient d'être élu, il a été élu par 2 millions de Sénégalais, 2 500 000, sur 18 millions. Quand vous pensez que les élections législatives qui vont arriver, on va imprimer 11 millions de bulletins par liste, et il y a 41 listes. Quand vous pensez à tout ce que la démocratie nous a inoculé comme haine, comme clivage, comme méchanceté, comme manipulation, comme mensonge, depuis 60 ans. Je prends le Sénégal parce qu'à chaque fois on dit le Sénégal c'est la vitrine. Moi j'ai vraiment envie d'aller me cacher. Parce que j'ai très mal. La démocratie nous fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui on parle de liberté, de liberté d'expression. Ça veut dire liberté d'insulter les aînés. Moi je vois combien on foule aux pieds nos valeurs. Je vois des enfants qui n'ont même pas 17 ans, qui se permettent d'insulter nos chers, d'insulter nos parents. Au nom de quoi? Au nom de la démocratie. Moi, je pense qu'il faut changer de cassette. Je pense que c'est un échec patent. Et moi, j'ai l'impression, peut-être que je vais me tromper, qu'il y a un groupe d'intellectuels, il y a une classe d'intellectuels qui est là, qui se passe l'outil d'une élection à une autre, qui a intérêt à ce que ça soit maintenu, mais la majorité de la population, elle suit, elle subit. Elle n'a rien à voir avec ça. Merci. Quand vous voulez même avoir une carte d'identité à la veille des élections, c'est un problème. On ne peut pas continuer à chaque fois à nous dire oui, mais il faut soigner le malade. Mais ça ne marche pas. C'est une camisole qui ne nous va pas. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont fiers de la démocratie. Il faut qu'on retourne à des valeurs. Moi, je vois la jeunesse. Mais c'est un pays où il y a des personnes âgées, il y a des personnes adultes. On ne peut pas donner tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été prophète à 40 ans. On ne peut pas dire au nom de la Weltanschauung, de la vision du monde ambiante, qu'il faut suivre. La démocratie n'est pas un succès dans aucun pays au monde. Vous allez en France, vous allez aux États-Unis, c'est les mêmes travers. C'est toujours la minorité qui vote et c'est toujours les acteurs politiques qui sont en front line qui manipulent la population. Merci. Même aux États-Unis, il y a eu, au temps de Bush, il y a eu des services secrets, il y a eu des manipulations, il y a eu des fraudes. Donc tout ça là, la démocratie nous inocule beaucoup de mauvais comportements. Donc si on doit continuer à chaque fois à se dire oui, c'est bien, mais c'est pas bien. Il ne faut pas se voiler la face, il faut changer de cassette. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je suis
content d'avoir assisté à cet événement et je félicite les organisateurs. C'est difficile de parler en dernier, on a l'impression que tout a déjà été tout a déjà été dit, mais bon, j'ai demandé la parole, donc je vais juste dire 2 mots. On l'a dit, hein, bon, ce sont les injustices, les inégalités, les discriminations qui sont le lit des drames que les peuples du monde entier vivent. Ces problèmes-là ne sont l'apanage d'aucun pays, ils sont mondiaux, on va dire ça comme ça. Quelle solution? J'ai eu l'impression en arrivant, en écoutant Koumba, qu'on est désespéré et qu'on est à court de solutions et qu'il faut absolument que... Je pense qu'il n'y aura pas de solution miracle, honnêtement. Je pense que ces réflexions-là vont continuer. Mais si je puis me permettre une petite idée, c'est la mienne, c'est que, en général, c'est la violation, l'absence d'état de droit, qui est une violence permanente dans certains endroits du monde, qu'il faut absolument combattre. Je pense qu'il faut instaurer ou restaurer l'état de droit dans tous les endroits du monde. Hein, je pense à la Palestine, à Israël, je pense à l'ex-apartheid d'Afrique du Sud. Maintenant, c'est les problèmes économiques qu'il y a là-bas, la pauvreté qui arrive. On a les discriminations, l'injustice qu'il y a en Iran à l'endroit des femmes, etc. Bon, les problèmes sont nombreux. Mais en dehors d'instaurer ou de restaurer l'état de droit, je pense qu'il faut que l'on ramène l'humanisme, n'est-ce pas, dans les comportements à travers le monde, les comportements dans les États, entre les individus. Penda l'a dit tout à l'heure. Vraiment, quand je vois toutes ces victimes civiles des bombardements israéliens, je me dis, c'est pas possible que nous avons cessé d'être des humains. Excusez-moi. Merci. Merci. Yes, sure. No, that was you have to get it closer. Getting closer, yes. Yes. First, I really want to apologize that I missed 90% of these discussions. I think it's a great initiative, and we salute my friend and brother Ibrahima for putting it together. So really, again, my apologies that I could not come and listen to. The only guy I listened to is somebody I listened to over 10 years every day, same stories, Hakim Ben Omura. We talk to each other. And then, of course, there's my good friend Briggs also. But it was exciting, some of the things that came out of that. I liked your selection and participation. I think it's something we could look at. I like the power of the finance minister and the central bank governor in our countries. They are powerful because they have a linkage with the World Bank, the Bretton Woods. They treat them, so really anything they want to do, they do. But I'm intervening now just on one aspect, and that is the question of integration. I did not hear it. I didn't hear the word integration. We cannot and will not solve our problems, irrespective of what the problem is, if you continue to do them within the confines of our small countries. No way. So the issues are there. We should get together. We should form, and I think that's where Trust Africa can play a great role. How do we really share our common problems? How do we really put things together which will enable us to move? You're talking about the young people. The young people, every year, it's 20 million young people who come who are seeking jobs. 20 million. There is no one individual country that can resolve that. Who are the people who migrate? Are the young people. So we must sit together, we must talk, we must discuss, so that really we have common norms. It's vital we do that. African Union is supposed to do that. They are not doing it. And they are not doing it, they are not including the young in their discussions, they are not. So it's important. Even if you don't do it at the continental level, at the sub-regional level it should happen. ECOWAS was trying, but ECOWAS now is a failure, it's disintegrating, and the others. So really, I just want to put that on the table, that you have demonstrated, you have articulated what are the key issues that we should address in the context of governance, maybe even beyond governance. But we cannot do it on the basis of our
tiny countries. Yeah. We cannot. I'm telling you, we cannot. So this is the only thing I wanted to say, because I was not here when you discussed, when my friend, the activist, was saying something. I know that I can guess what he said, but I don't want to go into that. So really, but again, congratulations to Trust Africa. Today, a very dynamic executive secretary and the chairperson. I shouldn't forget that we are able to come here and get together. Next time, I will leave home 3 hours before. From Almadi to here took me 2 hours. Incredible. Yeah. So really, that's why I miss Montreal. But really, good meeting, and let's continue the dialogue. But next time, expand it. Yes. Beyond individual countries, expand it. Show that Africa is a mixture of many countries. Yes. And our sub-regional institutions are failing. You see. Burkina, they've gone, Burkina, Mali, Niger, and so on, which is sad. So, Madam Chair, thank you for letting me say a few nonsense. Thank you. Mais je voulais pas parler, mais il me semble que j'ai été inspiré par le fait que quelque part on était en train de faire un procès de concept. Un procès conceptuel, parce que la démocratie ne nous a rien fait. Hein, pour autant qu'elle est là comme un concept inventé qu'il soit, la démocratie ne nous a rien fait. Hein. Mais je pense que tout comme l'État ne nous a rien fait. Mais c'est parce que fondamentalement, depuis la colonisation, nous avons fait la décolonisation formelle des règles qui nous régissent. Nous avons tenté de faire de sorte que nous ayons un code, des constitutions, etc., toujours inspirés de la métropole. Et nous n'avons pas fait une décolonisation matérielle de nos lois, parce que les lois qui nous régissent constituent le socle, le fondement sur lequel véritablement reposent les mécanismes et systèmes démocratiques. Et la démocratie, si nous essayons de faire le procès de la démocratie, en partant tout simplement des mécanismes et des systèmes, il y a un problème. Parce que je pense que ce qu'il y a de fondamental, c'est la culture démocratique. Et il n'y a pas de culture démocratique si véritablement la démocratie que nous avons n'est pas véritablement assise sur nos propres valeurs. Je pense que fondamentalement, c'est cette réflexion-là que nous devons faire. Cette démocratie-là et cet État-là que nous avons hérité, l'État jacobin, l'État de Jean Jaurès, l'État de Montesquieu et consorts, assis sur un contrat social que nous ne savons pas, ça devait réunir qui et qui est membre ou non ou partie de ce contrat-là. Je pense que ce sont ces fondements-là que nous devons remettre en cause et parler de la refondation de l'État. Je pense que mon cher ami Eliman a touché un peu ce que j'avais en tête. Il me semble qu'il ne s'agit pas de dire que la démocratie est bon ou mauvais. Il s'agit tout simplement de constater que ce que nous vivons n'est pas bon. Je pense que c'est ça. Qu'elle s'appelle démocratie ou qu'elle s'appelle autrement, si c'est de la démocratie, cherchons notre démocratie, essayons de chercher notre démocratie à partir de nos propres valeurs. Je pense que moi, je suis un partisan farouche de la refondation de l'État, et que je pense que l'État, je ne crois pas à cet État-là. Ce n'est pas cet État-là qui nous permettra aujourd'hui. Parfois, je prends l'exemple. J'ai pris le temps de lire parfois un PV. Je ne suis pas un partisan de Cheikh Yérim, ni un contre Cheikh Yérim. Mais j'ai pris le temps de lire un PV et je me suis rendu compte que c'était le même PV que l'on avait avant le changement de système. Donc, en réalité, ce sont les règles qui sont restées, la formation des commissaires qui est restée, la formation en tout cas de toute la représentation politique qui est restée. Donc il va falloir qu'on repense véritablement notre représentation politique depuis l'Assemblée nationale même jusqu'à la société civile, parce que la société civile elle-même, telle que configurée, il faut voir que c'est une société civile qui est configurée sur la base de véritablement d'organes. Alors que la société civile n'est pas une conglomération d'organes. C'est un espace dans lequel se meuvent véritablement des individus, des organes, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci. Je sais qu'on peut continuer cette conversation et c'était le but réellement. C'est d'engager cette conversation. Nous sommes ouverts à Trust Africa. Ibrahima, je parle sous ton contrôle, à entendre vraiment ce que vous avez à nous dire. Ce n'est pas seulement dans ce forum, mais ça peut être fait sous d'autres formes, d'autres contributions. Mais nous avons besoin, nous savons que le besoin est là de réfléchir ensemble parce qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les solutions. Et nous avons besoin d'être en conversation pour pouvoir avancer. Je vais juste dire que nous avons entendu beaucoup de choses. Il est clair que nous ne sommes pas là où nous aimerions être sur ce continent par rapport à ce qui se passe. Nous sommes clairs qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup de confusion, mais nous sommes aussi clairs qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de possibilités. Et nous sommes sûrs que nous avons une responsabilité, nous qui sommes là, de saisir les opportunités qui existent et de faire notre part pour que ça aille plus loin. Et que rien de ce qui existe aujourd'hui n'est tombé du ciel. Ce sont des gens qui l'ont construit et des gens comme nous. Et donc, nous pouvons, si nous voulons, construire quelque chose de différent. Et je salue le courage, l'audace. Bien sûr que c'est important que les gens aillent plus loin que ce qui existe et qui donnent d'autres choses. Et tout ce qui existe aujourd'hui a été pensé avant d'exister. Et c'est pour ça que nous créons ces espaces-là. Je voudrais tout simplement remercier toutes les personnes qui sont là. Fatima Fall m'avait dit aussi est dans la salle en tant qu'amie de Fatou Fall de Trust Africa. Et nous voulons là aussi la saluer. Et on m'apporte des livres qui doivent être distribués. En fait, c'est l'auteur qui voulait prendre la parole pour une seconde. Et puis c'est juste pour dire que son livre est là. Je prendrai la parole pour lui. Tcherno Nyan est là, le Sahel, épicentre géopolitique. Il a des livres ici, il est dans la salle. Peut-être qu'on va le mettre quelque part et le signer pour que les gens aillent vers lui. Ici aussi, nous avons Africtivist, le livre blanc, l'imitation du mandat présidentiel au Sénégal, défis et perspectives. Toutes les productions, en tout cas, sont les bienvenues. Nous avons besoin des Africains qui pensent ensemble, qui agissent ensemble. Merci Diane de nous rappeler l'intégration africaine, le fait qu'on a besoin de travailler au-delà de nos pays. Merci à tous les panélistes. Penda qui a dû quitter, extrêmement importante ce qu'elle a partagé avec nous. Hakim, merci. Merci pour l'expérience, pour le partage. Briggs, nous savons que ce n'est pas simple, mais merci beaucoup et cher, toi aussi. Merci à vous tous et à très très bientôt.